Bonjour, c'est Stéphanie, intervenante en stimulation du langage pour la boîte à parole. Aujourd'hui, c'est déjà le moment d'écouter notre deuxième émission capsule. Pour ce deuxième sujet, on a choisi une réalité qui se passe dans de nombreuses familles et qui peut parfois virer au cauchemar. Donc, vous l'avez peut-être deviné, on parle des devoirs. Donc, en ce moment, on entend beaucoup parler de la remise en question des devoirs. Est-ce qu'on doit en donner? Est-ce qu'on ne doit pas en donner? Au primaire, au secondaire, c'est quoi la différence? C'est quoi un bon devoir? C'est quoi le rôle des parents? Donc nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir la présidente de Sophie Aubu Tutorat pour nous éclairer sur le sujet. Donc sans plus tarder, je vous laisse visionner la capsule. Bye bye! Donc aujourd'hui, pour cette deuxième capsule, on a Sophie Aubu, fondatrice de Sophie Aubu Tutorat avec nous pour nous parler de l'heure des devoirs. Sophie, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça t'est venu l'idée de te lancer en tutorat? Oui, donc en fait au début j'ai fait du tutorat à la base à travers une compagnie. Donc j'ai pour prendre de l'expérience, développer mon matériel, travailler avec différents types d'enfants, de clientèle. Et après quelques années, en fait, à faire du tutorat à domicile, dans des milieux scolaires, dans un centre, j'ai décidé de partir mon propre petit bureau de tutorat pour ma propre clientèle, puis développer un lien plus proche avec les élèves et les parents. C'est fantastique parce que ça te permet d'épauler les plus jeunes comme les plus vieux au quotidien. Oui, tout à fait. Puis là, nous, on t'a sollicité parce que notre sujet du mois de novembre, en fait, c'est les devoirs. Oui. Donc, on voulait voir comment se passent les devoirs avec différentes clientèles. Okay. Avec toi ici, on veut parler de tous les enfants en général, puisque tu vois des clientèles assez variées en tutorat. Exact, oui. Donc, notre première question, en fait, on sait que pour beaucoup de parents, l'heure du devoir peut facilement virer au cauchemar. Oui. Et puis, on aimerait savoir, ce serait quoi tes stratégies pour que ce soit une heure plus efficace et agréable? OK. Ben c'est sûr en fait que pour l'heure de devoir, je pense que chaque famille va finir par trouver un petit peu sa recette, mais il y a quand même des éléments gagnants là, qui fonctionnent d'une famille à l'autre puis qui peuvent faciliter cette période-là. Donc je dirais à la base, juste des petits trucs. En fait, je pense que tout d'abord d'avoir une pause entre la fin de l'école et la période des devoirs, ça fait du bien, comme un temps de collation, jouer dehors, s'aérer un peu l'esprit, avant de retourner dans l'académique. Après ça, choisir un moment qui est quand même propice pour l'enfant, ça dépend des familles, avant, après souper. Si le moment peut aussi être propice à l'accompagnateur, c'est encore plus, ça peut être encore plus optimal, disons. Le lieu aussi qu'on aménage, il faut qu'il favorise un petit peu la concentration, la réceptivité. Donc c'est sûr que peut-être que la cuisine, s'il y a beaucoup de va-et-vient, les plus jeunes qui jouent autour, le chien, les parents qui font le repas, c'est peut-être pas le moment idéal. C'est ça. C'est sûr qu'on est dans des contextes de famille, il y a toujours du mouvement, puis c'est correct, là, mais peut-être un endroit qui serait le plus calme, le plus possible, disons. Qui serait juste peut-être fermer la télé pendant cette période-là, juste peut-être diminuer un peu les stimuli extérieurs le plus possible. Puis après, juste créer une ambiance là, qui est propice dans le fond à être comme réceptif. C'est vrai, les enfants sont aussi comme les adultes, on aime ça aussi, avoir un beau coin qui représente comme un espace qui est à nous, qu'on peut personnaliser, puis ça rend le devoir plus agréable parce qu'on a un espace exprès pour ça. Oui, tout à fait, un genre de petit espace bureau là, qui est associé vraiment à la période des devoirs, puis qui est agréable. Oui, tout à fait. Après ça, je dirais au niveau de l'approche, c'est sûr que si on peut incorporer un peu d'humour ou de jeu là, dans la période le plus possible, ça marche quand même, ça marche très bien. De un, parce que ça détend l'atmosphère, ça rend ça plus agréable. Les enfants, on dirait qu'ils ont tendance, quand ils ont ri de quelque chose, on dirait qu'ils s'en souviennent aussi, une espèce d'association. Je sais que j'ai une maman pour pratiquer les mots de vocabulaire, elle les incorpore dans des phrases vraiment drôles et ludiques. Farfelues. Ouais, fait que l'enfant s'en rappelle, il y a du plaisir à le faire, donc ça... C'est vrai, mais les enfants apprennent beaucoup par le jeu. Ouais. Donc d'incorporer ça résonne plus facilement en tête. Oui, effectivement. Puis je pense que comme tu disais, c'est bon de prendre un petit repos après l'école. Oui. Surtout les enfants plus jeunes. Se concentrer 6 heures, rester assis à un bureau, c'est long. Ouais. C'est sûr que si on veut les faire tout ça après l'école, pour le parent c'est idéal parce qu'on se dit bon c'est débarrassé, on a notre soirée. Ouais. Par contre l'enfant il a souvent besoin d'un moment de repos, cognitivement c'est vraiment du plus difficile. Oui. Pour les plus vieux, c'est plus facile parce que l'enfant ils ont une certaine motivation, une certaine structure interne si tu veux, ils savent
quand s'asseoir, quand ils ont envie de les faire, ils sont capables de le faire plus de façon autonome. Exactement. Mais pour les plus jeunes, c'est quand même important. Puis même, je pense, durant la période aussi, d'incorporer des petites pauses. Un peu comme tu dis, des fois, on se dit, bon, on va faire ça d'un coup, après ça, ça va éclairer. Mais des fois, ça vaut la peine de prendre un petit 5 minutes entre un changement de matière ou entre deux exercices peut-être un peu plus difficiles. C'est pas une perte de temps. Au final, je pense que ça... Tu sais, la concentration revient, on libère un peu de tension, puis... Exactement. Ouais. Des fois, ça nous permet de faire un pont avec un autre sujet de façon qu'on n'avait pas pensé. Ouais, exact. C'est bien. Ouais. Aussi, des fois, bon, en fait, c'est pas facile pour un parent de trouver la limite entre l'aide qu'il doit apporter à son enfant et ce qu'il doit lui laisser faire tout seul. Des fois, moi aussi pour avoir fait du tutorat, je me souviens, on voyait des fois les parents qui étaient portés à essayer de tout faire, les devoirs du jeune enfant, ou au contraire, comme des parents qui sont dans l'autre extrême où vraiment ils ne veulent pas du tout toucher, ne veulent pas donner d'indices. C'est quoi pour toi le parfait équilibre? Ouais, je pense que c'est un défi pour les parents, puis comme tu disais aussi comme tuteur, même en tout cas comme accompagnateur. Je pense que c'est peut-être je préconiserais peut-être une approche un peu progressive ou graduelle, c'est-à-dire qu'avec les élèves au début, c'est vrai que si c'est une nouvelle matière, par exemple un devoir sur les additions, puis que c'est tout nouveau, qu'il n'en a pas fait beaucoup, d'être plus présent à ce moment-là, de bien l'expliquer, faire des exercices avec lui, puis être plus présent. Par après, peut-être je lui laisserais faire une petite série tout seul, un petit 5 numéros par exemple, juste pour qu'il développe graduellement cette autonomie-là, qu'il se fasse confiance aussi. Ça donne un sentiment de fierté qui est important aussi pour l'enfant, de voir qu'avec un modèle, souvent les enfants ils pensent que quand ils sont dans une situation qu'ils ne sont pas capables d'atteindre leur objectif, ils se disent qu'ils sont nuls, qu'ils sont pas bons. Alors que si tu leur donnes souvent un petit exemple, finalement, ça devient... qu'ils sont capables. Exactement, puis ça devient vraiment une fierté de dire qu'ils ont été capables de faire 5 numéros tout seuls. Oui, puis juste de rappeler peut-être que c'est une période de pratique, les devoirs en quelque sorte. Là. Fait que juste de les rassurer, c'est pas grave s'il y a un numéro qui bloque, s'il y a une erreur, on va corriger après ensemble, réajuster après pour peut-être en faire une plus grande série tout seul, puis ainsi de suite. Là, en fait, jusqu'à temps qu'ils se sentent confiants. C'est vrai. Le but des devoirs, c'est pas nécessairement de voir tout bon dans le numéro. Exact. Si, des fois, comme parent, on peut laisser quelques erreurs dans le devoir de l'enfant. Notre devoir comme parent, c'est de s'assurer que l'enfant prenne le temps pour travailler son apprentissage, ce qu'il a fait dans la journée. Mais si l'enfant ne comprend pas, la réponse qu'on veut lui suggérer, c'est probablement mieux de laisser son erreur. Et le professeur, qui est vraiment comme le spécialiste au niveau de l'éducation, pourra lui montrer pourquoi sa réponse est fausse. Oui, puis quand on fait des erreurs aussi, on s'en souvient et donc on a moins tendance des fois à le reproduire au contrôle de fin de la semaine ou à l'examen parce qu'on se souvient de l'erreur, on l'a corrigé nous-mêmes. Puis il y a un processus, je pense, d'apprentissage là-dedans aussi. Oui, c'est vrai, on apprend beaucoup par les erreurs. C'est ça, fait que c'est pas de pas en avoir à tout prix, bref. Là. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr que pour l'enfant, des fois, ils sont heureux d'arriver à la maison avec un devoir qui a eu 100%. Mais le devoir, c'est pas l'examen. Donc, le plus important, c'est qu'il ait appris pour le test final. Exactement, tout à fait. Donc, voilà. Pour rendre une aide au devoir efficace, il y a aussi des comportements qu'on doit éviter comme parents, comme intervenants, comme accompagnateurs, même comme grand frère, dans le fond, même personne qui aide l'enfant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, selon toi, avec ton expérience, ce serait quoi les comportements qu'on doit essayer de ne pas reproduire quand on aide un enfant? Oui, ben en fait, comme mentionné un petit peu plus tôt, il y a peut-être le désir de chercher la perfection absolue, là, comme dans les devoirs ou l'école peut-être en général. Je pense que c'est un réflexe un peu humain. Les enfants n'aiment pas avoir des erreurs. Nous, même des fois, comme accompagnateurs, on aime ça quand on voit que tout est beau, puis ça a été bien réussi. Puis je pense que c'est bien à la base. Mais de chercher peut-être trop de perfection, ça crée un stress un petit peu inutile là, pour l'enfant, pour la personne qui accompagne, puis ça rend le climat un petit peu plus tendu. En fait, c'est ça, comme on mentionnait, les devoirs, c'est une pratique. Et donc, si c'est le bon endroit, en fait, là, pour faire des petites erreurs, l'important, c'est quand même de les faire, de le faire le mieux possible. Pour en fait que les acquis, que l'information apprise pendant la journée se consolide en fait, là, fait qu'il y a un but à ça. Mais donc de peut-être pas trop s'en faire s'il y a quelques petites erreurs par-ci par-là, ou même si le parent n'a pas le temps de corriger tous les numéros avec l'enfant. C'est ça, les devoirs vont être corrigés en classe de toute façon. Oui, tout à fait.
J'avais aussi peut-être le point de. Puis ça, je comprends que la limite est peut-être pas évidente, mais des fois, quand on explique quelque chose et tout, de peut-être pas pousser trop loin, dans le sens que des fois, on explique une notion, puis c'est sûr qu'on veut que l'enfant comprenne et tout. Mais je pense qu'il y a des fois, on atteint un petit point de saturation, là. Pour l'enfant. Pour l'enfant. Des fois, quand on voit que ça rentre vraiment pas, on peut probablement tout simplement changer de sujet ou peut-être c'est le moment de prendre la pause. Voilà, tout simplement. Puis de revenir dans un autre contexte, une autre atmosphère peut changer beaucoup de choses. Puis peut enlever une frustration que nous, on peut ressentir comme aidant. Puis aussi que l'enfant peut ressentir parce que c'est sûr que quand on est un petit peu frustré parce qu'on voit qu'il comprend pas, ça le contamine aussi parce que lui, il voit qu'il devrait comprendre, mais il comprend pas. Oui, fait que la dynamique devient un petit peu plus tendue, pas optimale. Je pense que là, on va voir l'enfant comme là, on voit aussi physiquement, l'humeur change un peu, la concentration est moins là, ça commence à bouger. C'est ça, voilà. Avec le crayon, avec les pattes. Oui, puis comme tu dis, pour l'accompagnateur aussi, il y a un petit peu d'impatience des fois qui rentre. C'est ça, parce que les parents, c'est pas nécessairement évident. Au niveau des devoirs, la majorité des parents disent « Oh mon Dieu, je me sens un peu en arrière, la méthode éducative va changer, les termes vont changer. » Donc quand on les regarde, il y a une partie que comme parents on peut faire, il y a une partie que pour certains parents ça devient plus difficile. Puis il faut pas non plus s'en faire avec ça. Je vous dis, l'enfant peut faire une partie. Oui, puis des fois on peut aller voir chercher une aide extérieure. Ça peut être un tuteur, mais des fois ça peut être un grand-parent ou des fois l'enfant peut aller faire des devoirs, par exemple, chez un ami, une fois par semaine, un camarade de classe. Juste pour, des fois, pour l'enfant de changer, je trouve, d'environnement et d'accompagnateur de temps en temps, ça a quand même un effet bénéfique. On dirait que Puis ça peut même rendre l'heure de devoir plus amusante parce qu'être avec un enfant, avec une petite collation, ils peuvent se challenger mutuellement. Des fois, même s'ils n'ont pas le même enseignant, ils ont des devoirs très très similaires dans la semaine. Puis ça leur permet de valider avec l'autre la façon qu'ils l'ont comprise. Puis des fois, les professeurs les expliquent différemment, donc deux enfants avec des professeurs différents peuvent s'apporter de l'information qui peuvent être vraiment complémentaires. Tout à fait. Ça crée une belle entraide aussi pour les enfants, qui est une valeur quand même qu'on peut vouloir instaurer à la maison. Ça doit jamais être une compétition, là, les devoirs. C'est pas une place pour se mesurer. Non, c'est vraiment une pratique. Ça. Des fois, on a tendance à l'oublier, mais c'est ça, c'est une pratique. Les enfants ont parfois des réticences, puis c'est pas facile à la maison. Dans ce cas-là, des fois, avoir un accompagnateur, donc un tuteur, ça peut être vraiment bénéfique autant pour l'enfant que pour toute la famille. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce serait quoi l'apport d'un tuteur? Oui. Ben, le tuteur, en fait, c'est ça qu'on a mentionné un petit peu précédemment, de changer des fois d'environnement de travail ou de présence, de personnes qui l'accompagnent. Déjà ça fait comme un vent nouveau, ça peut changer un petit peu la dynamique, ça peut être bénéfique. Sinon, un tuteur, c'est une personne aussi qui est extérieure, donc c'est sûr que quand les enfants viennent nous voir, des fois il y a un peu de stress, des fois il y a des difficultés, ça joue un peu sur toute la famille. Fait que d'avoir un regard extérieur, déjà à la base, je pense que ça peut être rassurant, ça peut faire du bien, prendre un peu de recul. Sinon, le rôle d'un tuteur en soi, c'est de prendre une matière qui est un petit peu moins comprise par l'enfant, puis de la vulgariser. Souvent, de vulgariser un concept, de le mettre dans des mots plus simples, également de l'expliquer de différentes manières. C'est un peu ça notre rôle, ça prend donc des bonnes aptitudes de communication pour transmettre les connaissances, mais aussi une certaine créativité là, pour amener un peu les notions d'une autre façon. Puis justement, le fait que ce ne soit pas la famille, donc le papa, maman, souvent pour l'enfant, ça le décharge un petit peu d'un certain stress parce que on croit souvent que les difficultés, ils veulent pas nécessairement les montrer à papa, maman, qu'ils comprennent pas. C'est pas toujours par fierté, mais reste que c'est un sentiment qui est présent. Puis d'aller voir une autre personne, on sent comme l'enfant se sent comme appuyé, sans se sentir comme dévalorisé. Ou jugé, ou peut-être, ou... Exactement. Puis aussi, l'enfant, souvent à la maison, monter avec papa, maman, des fois,
veut pas, on a comme une notion de respect qui est comme plus élastique. Quand l'enfant est fâché, il va parfois bouder, boquer, frapper. Souvent avec un tuteur, c'est pas quelque chose qu'un enfant va vouloir faire. Parce qu'il sait que c'est un comportement qui est pas nécessairement socialement admis. Puis, bon. C'est vrai, il y a une petite réserve quand même, il y a une petite gêne. Tu sais, même si le lien est bien établi, puis c'est un lien de confiance, puis qu'il se développe là, aussi au fil des rencontres, mais c'est vrai qu'il y a une petite. Une petite barrière, exactement. Puis aussi, comme tu dis, je pense que le lien qui se crée avec l'élève, avec l'enfant, est aussi une notion importante. Tout à fait. C'est souvent un plus pour l'enfant, parce que l'enfant va vraiment créer un lien avec le tuteur. Puis, même si tu restes une figure d'autorité, il y a aussi une partie qui devient amicale. Puis souvent, les enfants peuvent se confier au tuteur sur d'autres choses que l'école, ce qui rend ça plus agréable aussi. Puis ça l'aide à des fois avoir d'autres perspectives sur des sujets. Mais vraiment, en fait, je pense au-delà de l'académique, le lien, la relation en fait qui se développe est aussi importante, je pense. Dans la compréhension des notions, mais aussi dans... Juste, il y a un petit peu de mentorat qui vient là-dedans. Tu sais, en fait, on devient un petit peu comme des grandes sœurs ou grands frères. Donc, il a passé à travers le système scolaire et académique. Donc, c'est sûr qu'on a des trucs à donner. Souvent, les plus vieux vont aussi vouloir s'informer de notre expérience, les choix qu'on a faits. Fait qu'il y a des discussions aussi qui viennent avec ça. C'est vrai. Puis aussi, on entend souvent dans le milieu de l'éducation que un enfant qui n'aime pas la personne, que ce soit son professeur ou le tuteur, va moins bien performer, va être moins par le biais, exactement. Donc le lien affectif, si on veut, passe aussi. Donc si on choisit un tuteur que notre enfant n'apprécie pas, pour une raison pas nécessairement de compétence, mais des fois le courant pense pas, les deux, ça peut être important de peut-être orienter notre choix vers une autre personne. Tout à fait. Il ne faut pas, je pense, rester absolument avec une personne. C'est un petit peu comme dans n'importe quelle relation. Il y a des espèces de mix qui fonctionnent mieux que d'autres. Alors, il faut un petit peu peut-être magasiner jusqu'à un certain point du tuteur ou essayer, puis écouter l'enfant s'il ne se sent pas à l'aise là, après quelques rencontres dans ce lien-là. On peut effectivement aller voir une autre approche, peut-être. Donc, des fois, Sophie, on voit qu'avec des enfants qui n'ont pas beaucoup de difficultés académiques, avoir un tuteur, ça peut les aider à consolider. Puis ça aide beaucoup quand la motivation est là. Mais quoi faire quand le jeune est plutôt démotivé, soit par des échecs constants, soit par l'ambiance de l'école, qui des fois l'enfant trouve que la classe ne convient pas, l'école c'est pas pour lui, il aime pas ça, il va à reculons. Qu'est-ce qu'on fait pour intéresser un jeune au tutorat ou à sa période de devoir? Oui, ça c'est vraiment une bonne question. Je pense qu'il y a différentes pistes de solutions. En fait, je pense qu'à la base, ça dépend un petit peu des raisons de la démotivation. Peut-être essayer de voir un petit peu la première étape, voir directement avec l'enfant, en lui posant des questions, voir s'il y aurait on pourrait peut-être pas trouver une idée de la source un peu. Déjà, ça va orienter, parce qu'il y a toute une panoplie de solutions, de ressources ou d'idées qu'on peut mettre en place. Là. Effectivement. Et aussi, chaque école a souvent une spécialité, si on veut. Donc, par exemple, une école internationale ne va pas nécessairement convenir à tous les types d'enfants. Même si la qualité de l'éducation est là, ça se peut qu'un enfant ne se sente pas à sa place, qui n'aime pas cette structure-là, que peut-être une école alternative ou une autre sorte d'école privée, des fois, peut plus aller chercher son intérêt. Son potentiel. C'est ça, c'est l'ambiance. Oui, tout à fait, ça, effectivement. Sinon, je sais que comme tuteur, quand un élève est un petit peu réfractaire à une matière, d'essayer de l'adapter ou de l'approcher en fonction de ses intérêts, ça marche bien aussi. Par exemple, des élèves qui n'aiment pas lire ou des choses comme ça, si on peut trouver des textes ou des livres mettons, disons, qui aiment les sports, par exemple, qui incluent ses intérêts, quels qu'ils soient. Ça peut déjà juste comme... servir un petit peu d'éléments pour développer l'intérêt, le motiver à faire un problème ou une activité. Surtout pour en lecture. Comme tu dis, on est toujours pensé à lire des textes, lire des livres. Mais en fait, si un élève est passionné par un sujet, on va dire les castors, par exemple, c'est toujours possible de l'amener même à faire une recherche sur Internet, puis juste de lire l'information pertinente. Ça reste de la lecture, puis du décodage, du découpage d'informations. Donc il y a plusieurs façons de travailler. Sinon, avec les plus jeunes, c'est aussi par le jeu, comme on mentionnait un petit peu. Tout ce qui est visuel, un peu manuel, ça aide beaucoup dans l'approche. Puis je veux dire, il y a des effets aussi bénéfiques, c'est pas jeter. Oui, effectivement. Aussi, on sait que les enfants, parfois, apprennent beaucoup par le mouvement. Donc, ça soit des fois juste épeler les mots de vocabulaire en mimant
Les lettres un peu comme les cheer, là, Y, E, C. C'est quelque chose qui va amuser les enfants, qui va les faire bouger, puis parfois ils vont s'en souvenir. Ouais, avec des élèves aussi on dessine les lettres. Tu sais, c'est juste de comme rajouter un peu de ludique, de jeu, d'agréable, de couleur à l'apprentissage en fait. Là, ça fait une différence. C'est ça, les devoirs sont pas obligés d'être toujours faits. Bon, il y a une partie qui se fait un bureau, c'est sûr. Oui. Mais une partie qui parfois peut être faite d'une autre manière. Tout à fait. Ce qui peut rendre ça vraiment plus efficace pour l'enfant. Ouais. Mais aussi, ça peut être moins un combat pour le parent parce qu'on n'a pas toujours à dire à notre enfant reste assis, arrête de gigoter, tiens ton crayon comme il faut, arrête de dormir sur le bureau. De pouvoir lui faire ses mots dictés pendant qu'il lance le ballon. Oui, par exemple, ça peut être aussi efficace. Ouais, ou sinon, dans des cas, tu sais, des fois, la démotivation vient aussi chez des enfants pour qui ils sont quand même assez doués, c'est quand même assez facile. Puis ça, bizarrement, on n'y pense pas, mais des fois, ça a un effet démotivant pour eux, tu sais, ça devient comme plate, ils s'ennuient, c'est pas assez stimulant. C'est vrai. Tu sais, ça peut arriver dans certains cas aussi, à ce moment-là, peut-être peut-être les jumeler justement avec un élève qui a peut-être un peu plus de difficultés, ça peut pour être valorisant. Pour les deux, en fait, ça peut être aidant, ça peut donner comme un petit challenge de plus, une petite motivation de plus aussi. Ouais, c'est super. Ouais. Bon, finalement, Sophie, c'est la fin de notre petite capsule. Oui. Est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport au tutorat, par rapport aux devoirs, aux familles? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on a? Ben, je pense qu'on a quand même passé auprès des points quand même assez importants. Ben, comme on disait, de quand même pas hésiter à magasiner un tuteur, à aller voir différentes approches, différents types de personnalités, différents environnements. C'est bénéfique, sinon... C'est bon. Aussi, comme parent, faut pas avoir peur non plus d'aller chercher des ressources ou d'aller chercher de l'aide si la période des devoirs devient vraiment un fardeau dans la famille. Des fois, on a tendance à penser que, mon Dieu, on doit être des super parents, on doit tout maîtriser, les cours de natation, faire le taxi, être capable de faire les devoirs, faire le souper, revenir du travail. Mais en fait, on peut se tourner vers justement un tuteur pour parfois aider. Puis des fois, ça nous aide à retrouver un certain équilibre dans la famille. Puis ça peut être vraiment bénéfique. Pour tout le monde, des fois, de donner ces ressources-là à l'enfant. Puis des fois, c'est une période donnée, par exemple. Tu sais, ça veut pas dire que ça va être nécessaire pendant tout le parcours scolaire. Des fois, c'est des ajustements, des périodes, ça peut être des rencontres ponctuelles, dépendamment des besoins. Donc, voilà. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, ça fait Sophie. plaisir. Et on espère que tu vas revenir nous jaser éventuellement sur d'autres sujets. Avec plaisir.